Je l'évoquais en introduction, on l'a déjà bien entendu ce matin, l'assurabilité n'est plus aujourd'hui réservée aux seuls techniciens, aux seuls experts. Visiblement, cette question s'est invitée dans le débat public, on pourrait dire tant mieux. On va en parler, ce sera l'objet de notre fin de matinée. Je vais d'abord appeler Florence Lutzmann à me rejoindre sur la scène. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Florence Lutzmann, vous êtes la présidente de France Assureur, présidente de la Fédération française de l'assurance depuis octobre 2019. Évidemment, cette question, vous pouvez vous asseoir ici, toute seule, vous allez occuper ce canapé. Voilà, le micro. Merci à vous. Merci d'être là, en tout cas. Il faut d'abord démarrer, en tout cas, tout simplement par un constat quand on évoque cette question. C'est évidemment, on en parle déjà beaucoup depuis ce matin, c'est l'augmentation des chiffres et des coûts. C'est comme ça qu'il faut démarrer. Oui, absolument. Alors, effectivement, nous, assureurs et assureurs, on raisonne en coûts, mais il ne faut jamais oublier que ces événements climatiques, ces événements climatiques extrêmes, ce sont d'abord des épisodes qui sont des épisodes de stress très, très, très intenses pour les populations, pour nos concitoyens. On aura peut-être le temps d'y revenir un petit peu. Eux-mêmes perçoivent de plus en plus cette augmentation en fréquence et en intensité des événements. Alors, si on se replonge aux années 80, qui était la jeunesse du régime des catastrophes naturelles, dans les années 80, en moyenne annuelle, le coût des événements climatiques, c'était 1,5 milliard. Bon, si maintenant on s'intéresse aux années 2000, donc de la première décennie des années 2000, la moyenne est passée à 2,7 milliards. Donc c'était 1,5 milliard, 2,7 milliards. Deuxième décennie des années 2000, on monte à 3,7 milliards. Et puis, bon, la troisième décennie, elle n'est qu'entamée. Donc on a 4 années de recul. Et sur ces 4 premières années de la troisième décennie, on est déjà à une moyenne de 6 milliards d'euros. C'est énorme. Et encore, bon, alors 2022, annus horribilis sur le front des événements climatiques, mais 2023, 6 milliards et demi d'événements climatiques. Donc les chiffres sont absolument implacables. On a eu, en 2023, on a eu ces tempêtes, Ciarán et Domingos, quand même, les 5e plus grosses tempêtes en métropole. Donc, véritablement, le changement climatique est en marche. Nous, assureurs, on en a bien conscience, assureurs et assureurs, depuis plusieurs décennies, mais je dirais que maintenant, c'est l'ensemble de la société qui en a pris conscience. Et effectivement, quelque part, c'est ce que disent les chiffres. Bon, c'était bien de poser ça au départ, même si évidemment ces chiffres, on en parle beaucoup depuis le début de la matinée. Peut-être qu'on peut en profiter pour rappeler un peu le fonctionnement finalement en France. C'est quoi le bon modèle et c'est quoi le bon modèle français? Parce qu'il est quand même envié souvent à l'étranger. Absolument, ça fait partie de nos actifs et c'est un actif qui a énormément de valeur pour nos concitoyens. C'est ce fameux régime des catastrophes naturelles, donc un partenariat public-privé qui permet à tout et chacun qui a un contrat d'assurance qui comporte une garantie dommage d'être couvert en cas d'événements climatiques intenses. C'est une spécificité française dont s'est inspirée l'Espagne. Donc l'Espagne s'est dotée maintenant d'un schéma qui est à peu près, enfin qui est comparable, on va dire, même s'il est différent. Et la grande force de ce schéma, eh bien, c'est d'avoir introduit ce partage de sort entre l'ensemble des assurés, c'est-à-dire quasiment tous les Français qui ont une garantie dommage. Et c'est ce qui permet, pendant des années maintenant, de couvrir ces événements pour nos concitoyens, pour des montants qui sont tout à fait limités, puisque jusqu'à la fin de cette année, on est à environ 25 € par an pour les particuliers. Donc c'est quand moi j'explique ce système et que j'évoque ce montant de 25 € dans les COP, par exemple, je peux vous dire que tous les pays du monde ont envie d'adopter notre système. Donc il faut toujours garder en tête, et c'est la raison pour laquelle notre priorité à nous, assureurs, réassureurs, c'est évidemment la pérennisation de ce régime qui est très très protecteur pour nous tous. Donc ça c'est l'objectif. Alors c'est vrai, vous le disiez à l'instant, c'est un bon modèle, mais compte tenu tout simplement de ce changement d'échelle,
est-ce qu'on peut trouver et comment trouver éventuellement de nouvelles solutions? Alors d'abord, il y a une partie de la solution qui a été trouvée avec une décision purement financière. Oui, tarification. On le disait tout à l'heure, ça peut être une réponse, mais peut-être alors pas, c'est une partie pas de la réponse, mais je crois quand même qu'il faut se féliciter que cette décision ait été prise, décision qui rentrera en vigueur pour l'exercice 2025. Alors maintenant, pour l'ensemble des risques, là on parle des risques naturels, mais on pourrait parler santé, on pourrait parler auto, on pourrait parler d'autres types de risques, cyber. Le maître mot de la gestion des risques, c'est la prévention. Et quand on nous interroge sur l'évolution du risque climatique, on a fait chez France Assureurs des projections qui montrent que le coût cumulé des événements climatiques sur les 30 prochaines années pourrait doubler pour atteindre 143 milliards, donc 2 fois plus que ce qu'on a connu sur les 30 dernières années. Mais je précise toujours que tout ça, ça dépend de l'intensité et des moyens qu'on souhaite mettre en œuvre pour la prévention. Et là, je voudrais quand même qu'on se félicite, qu'on se congratule collectivement, puisque avec CCR, avec la mission risque naturel, on a pris une initiative qu'on appelle l'initiative sécheresse, qui véritablement nous fait franchir un pas de géant dans ce qu'on considère être la mission des assureurs et des réassureurs. Cette initiative sécheresse, elle consiste en quoi ? D'abord, elle part du constat que je vous ai dit tout à l'heure que, en moyenne et globalement pour les événements climatiques, leur coût cumulé pourrait doubler sur les 30 prochaines années. Pour la sécheresse, c'est triplé pour arriver à 43 milliards. La sécheresse, ça menace 11 millions de maisons dans notre pays. Donc plus d'une maison sur deux est menacée par ce risque sécheresse, tout simplement parce qu'on a beaucoup de sol argileux et que l'argile, quand c'est humide, ça gonfle, et quand c'est sec, ça se rétracte. Et ça, ça produit des fissures le RGA dont dans on a déjà les maisons. Pas mal parlé. C'est le fameux retrait-gonflement des argiles. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit ? Et là aussi, c'est une remarque générale. En fait, on l'avait déjà dit à l'occasion de notre étude climat, il n'y a pas assez de recherche appliquée sur ces phénomènes et comment essayer de les endiguer, comment essayer d'améliorer la résilience par rapport à ces phénomènes climatiques. Donc là, on a pris le sujet à bras-le-corps sur la sécheresse. Il y a un certain nombre de technologies qui peuvent... Ça, c'est les process que vous mettez en place un peu. Ça c'est ce qu'on fait dans l'initiative sécheresse. On a parlé avec les scientifiques. Et en fait, il y a 4 types de technologies qui pourraient, on pense, améliorer la résilience. Donc, on a sélectionné 300 maisons et on va tester ces 4 technologies en vraie grandeur sur ces maisons. Ça a déjà démarré. Et ça a démarré. On est alors au début, et ça va durer 5 ans. On est en train de sélectionner les maisons. Et on va mener cette expérimentation. L'objectif, c'est au bout des 5 ans, de déterminer quelles sont les technologies qui peuvent véritablement améliorer la résilience du bâti. On pourrait vous répondre 5 ans, c'est long. Alors oui, qu'il y a probablement urgence. Ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, c'est évaluer la résilience des maisons. Oui, donc, il faut déjà implémenter une de ces 4 solutions, puis laisser vivre un petit peu, avoir des épisodes de pluie, des épisodes de sécheresse successifs, pour voir si à la fin des fins, eh bien, ces maisons, elles résistent mieux que leurs voisines qui n'ont pas fait l'objet de la mise en œuvre de cette initiative. Alors, là, c'est pour la sécheresse, mais par exemple, sur les inondations, on a tous à l'esprit évidemment les images, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, images récentes. Les réponses ? Alors les réponses, le Nord-Pas-de-Calais, je connais bien, puisque j'y suis allée déjà 4 fois, une fois avec le président de la République, une fois avec Bruno Le Maire et 2 fois avec le Premier ministre. C'est très intéressant, parce qu'à chaque déplacement, ils organisent une table citoyenne, comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils donnent la parole à l'ensemble des maires qui sont concernés, aussi à des associations représentant les sinistrés. Ce qui est très intéressant, c'est que personne ne vous parle de l'indemnisation de leurs sinistres. Parce que ça, en fait, ça fonctionne. L'inquiétude, l'interrogation, elle porte sur l'aménagement du territoire. Donc, est-ce que l'État ou les voies navigables de France vont curer les cours d'eau ? Parce qu'en fait, les maires n'ont plus le droit de le faire depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'ils vont faire des bassins de rétention ? Et où ?
Et est-ce qu'on va enfin leur redonner le droit d'exterminer les ragondins, puisque j'ai appris qu'en fait, on n'a plus le droit de combattre les ragondins, sauf à la carabine, en gros, et c'est pas à la mesure du sujet, parce qu'ils se reproduisent très très rapidement, et les ragondins font des trous dans les berges. Donc, des trous dans les berges, les remblais qui sont propriété de l'État qui s'effondrent, les cures d'eau qui ne sont pas curés, et puis l'absence de bassin de rétention. C'est ça dont parlent les maires, c'est ça dont parlent les citoyens. Et leur question fondamentale, c'est mais est-ce que je vais pouvoir continuer à habiter dans ma maison qui a été déjà sinistrée un certain nombre de fois. Et donc ça renvoie tout de suite aux problématiques de fonds Barnier, de comment est-ce qu'on aide ces gens si on considère que c'est la bonne solution à se relocaliser ailleurs. Donc vous voyez, on est nécessairement, quand on aborde ces sujets, sur des considérations qui doivent être extrêmement globales et qui concernent bien entendu les assureurs et les rassureurs, mais qui concernent aussi les pouvoirs publics et en particulier l'aménagement du territoire. Aménagement du territoire. On va poursuivre. J'en profite pour dire que, évidemment, grâce à l'application Klaxoon, je me répète, mais c'est important parce que c'est votre journée. N'hésitez pas déjà à interroger, à poser des questions, puisque Madame Lutzmann se fera un plaisir de vous répondre dans un instant. Est-ce que vous considérez, Madame la Présidente, qu'au fond, en ce moment, compte tenu des éléments que vous avez fournis, surtout quand vous nous avez rappelé ces chiffres, est-ce que votre métier est en train de changer ? Vous allez sans doute me dire oui, et prolongement de la question, et si oui, comment ? Alors, notre métier évolue, oui. En même temps, c'est toujours un métier de gestion de risque. Ce qui évolue le plus, et quelque part, je le vois comme une opportunité pour nous, c'est la compréhension des phénomènes qui sont à l'œuvre. Nous, on fait chez France Assureur une cartographie des risques. On n'est pas du tout les seuls à la faire. Beaucoup d'organisations internationales ou de grands assureurs le font également. Depuis plusieurs années, je suis invitée à des matinales de Radio Nationale pour parler de la cartographie des risques. Le risque est devenu presque, je dirais, à la mode. Donc c'est évidemment une opportunité pour nous. Ça va aussi avec un certain nombre de défis parce que les risques changent d'échelle, on le voit là sur les événements naturels, mais pas seulement. Le coût de la réparation, l'impact de l'inflation sur la réparation. Et finalement, ce concept d'assurabilité qui était dans le titre de cette intervention, il devient de plus en plus courant, il passe dans le langage courant, même si en fait je trouve qu'il est un peu galvaudé. C'est-à-dire qu'on mélange pas mal de concepts. Et avant de parler... Vous voulez dire de la part des citoyens de la part des citoyens, de la part des politiques, enfin de tout sauf les assureurs et réassureurs. Aujourd'hui, à partir du moment où le prix du risque augmente, on brandit déjà la menace de l'inassurabilité. Mais là, il ne faut pas exagérer. Non, il y a plein de risques qui sont encore assurables et assurables uniquement par le secteur privé, c'est-à-dire l'assurance et la réassurance privée. Simplement, effectivement, comme le risque change d'échelle, eh bien, le coût du risque, le prix du risque, il évolue également. Et puis, à côté de ça, il y a des risques qui peuvent être systémiques. On pense évidemment aux risques naturels, mais on pourrait penser aux risques cyber également. On avait travaillé également pendant la crise Covid, à essayer de couvrir les conséquences économiques d'événements exceptionnels comme la pandémie, mais ça pourrait être d'autres événements. Et donc, dans ces schémas-là, eh bien, il faut se tourner vers cette solution qu'on a eu la chance de mettre en œuvre en France avec le régime CatNat, qui est le partenariat public-privé. Et d'ailleurs, quand on lit ce que le FMI ou l'OCDE, qui sont très préoccupés par l'évolution des risques au plan mondial, écrivent, eh bien, assez souvent, la solution qui est préconisée, c'est bien cette solution de partenariat public-privé. Et je dirais que là, en France, eh bien, on a une coudée d'avance. Et puis, on a surtout ce très bel outil qui est CCR et qui permet donc de laisser les assureurs en première ligne, eux qui savent gérer les sinistres, etc. Mais avec cette réassurance CCR et puis cette garantie de l'État qui est donc un schéma qui fonctionne bien. Merci beaucoup. Alors, vous fédérez effectivement les assureurs. Et je profite
pour faire la transition avec une question qui va tout à fait dans ce sens-là. Vous nous avez expliqué votre vision de ce changement, en fait, un peu de votre métier. Est-ce que les assureurs ont-ils une vision commune, justement, par rapport à l'évolution du métier? Ce que vous dites là, c'est une vision commune ou, au fond, il y a des nuances, voire des différences? Ah non, il y a une vision totalement partagée sur le fait que le risque change d'échelle, qu'on attend de plus en plus de nous. Nous aussi, on fait beaucoup de sondages. Vous savez, cité ELAB tout à l'heure. Nous aussi, quand on interroge les Français, ils expriment un sentiment de vulnérabilité par rapport à toute une série de risques, dont les risques naturels, mais pas seulement, hein, comme d'autres risques, comme le risque de dépendance lié à l'âge, le risque aussi de perte de pouvoir d'achat, de déclassement économique. Et donc, on a bien conscience qu'on fait partie de la solution, et c'est précisément pour apporter des réponses qu'on travaille collectivement sur un certain nombre de sujets, dont les événements climatiques, mais pas seulement, parce qu'on pourrait aussi parler, encore une fois, de santé, de dépendance ou de risques tels que le risque cyber. Autre question, est-ce que vous considérez que les assureurs ont aussi un rôle à jouer en matière d'éducation au risque? Question de la part d'une personne dans le public. Oui, bien sûr, on fait de l'éducation au risque. Hein. Je vous renvoie au site de France Assureur et plus particulièrement d'Assurance Prévention. On a toute une série de guides qui donnent des recommandations de comportement face à un certain nombre d'événements, face à des événements climatiques en particulier. Je crois qu'il faut beaucoup qu'on travaille collectivement. On a beaucoup milité pour avoir cette journée mondiale de la résilience, qui est le 13 octobre. Il convient maintenant de la décliner au plan local. Il faut également beaucoup travailler avec les entreprises qui n'ont pas tout intégré encore ce risque climatique dans leur plan de reprise d'activité ou leur plan de continuité d'activité. Et il faut encore plus travailler avec les collectivités territoriales. Aujourd'hui, on n'a que 40% des collectivités territoriales qui se sont dotées d'un PPRN dans notre jargon, c'est-à-dire un plan de prévention des risques naturels. Alors, je ne leur jette pas la pierre, et il ne faut pas dire qu'il n'y a qu'à Faucon. Je pense qu'elles ont besoin d'aide, parce que élaborer un PPRN, c'est pas si simple, et on en parlait avec Édouard tout à l'heure à la pause. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un effort global du secteur privé, du secteur de l'assurance, mais du politique également, pour que collectivement, on se saisisse de ces sujets, et parce que c'est collectivement qu'on pourra y apporter des réponses. Question directe, Madame Lussmann. Pourquoi France Assureur n'a pas arrêté une position commune à minima sur le rapport Langrenay? Monsieur Langrenay s'exprimait tout à l'heure. La Fédération allemande de l'assurance a vertement critiqué le régime CatNat de l'assurance il y a quelques jours. Pourquoi? Demande cette personne. Bon, alors la réponse à votre première question, c'est la personne est mal informée parce que c'est faux. Donc nous avons effectivement une réponse commune. Ça vous permet de faire une mise au point. Qui a été communiquée au ministre. En l'occurrence, sur ces sujets, c'est bien avec les pouvoirs publics que nous discutons. On avait d'ailleurs écrit un premier courrier en décembre. On en a écrit un deuxième. Donc oui, on est d'accord sur un certain nombre de points. Il y a des visions très différentes. Moi, je pensais pas aux Allemands, je pensais aux Néerlandais, parce que quand on est dans le Nord-Pas-de-Calais, maintenant, effectivement, on a toute cette géographie qui s'est transformée en polder d'une certaine façon. Donc on a un peu envie d'aller regarder les Pays-Bas pour savoir comment est-ce qu'ils ont fait. Et j'échangeais il n'y a pas longtemps à Helsinki, lors de la conférence annuelle d'Insurance Europe, avec mon homologue néerlandais, et qui m'expliquait que ils essayent, les assureurs néerlandais, de proposer des couvertures contre les événements naturels, et en particulier les inondations. Ils proposent des garanties sur l'inondation des rivières, des petites rivières, mais pour la mer ou les grands fleuves, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Et ils essayent de promouvoir une solution un peu inspirée de la nôtre, en tout cas avec ce partenariat public-privé. Et là, c'est le gouvernement néerlandais qui dit: écoutez, non, parce que le jour où c'est le niveau de la mer qui monte de façon substantielle, ou un grand fleuve qui déborde, de toute façon, ce sera un problème politique. Et donc, c'est le gouvernement qui prendra à sa charge. Ceci étant, et je trouve que c'est intéressant, ils discutent
de l'indemnisation. Parce qu'en fait, la force aussi de notre modèle, c'est qu'effectivement, il y a une garantie de l'État via CCR, etc. Mais la force, c'est que ce sont bien les assureurs, avec leurs intermédiaires, avec leurs équipes de gestion, avec les experts, et on l'a vu dans l'ouest de la France avec les tempêtes Ciarán Domingos, on l'a vu dans le nord Pas-de-Calais, c'est vraiment une organisation militaire qui doit être mise en place quand on a des événements de grande ampleur. Et là, ce n'est pas les gouvernements qui savent faire ça. Donc de toute façon, la relation avec l'assuré, l'évaluation des dommages, la réparation, le cas échéant, ce sont des choses dont je comprends les assureurs néerlandais discutent avec le gouvernement pour dire « Ok, si à la fin des fins, les conséquences financières, c'est vous qui les prenez », il n'en demeure pas moins que dans la gestion, ce qui est très important également, dans la gestion de ces événements, passer par nous. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. On n'a pas le temps de forcément toutes les prendre. Peut-être une toute dernière question. Vous parlez d'événements. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre, si vous avez déjà les éléments. Question d'actualité. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà chiffrer le coût économique et pour les assureurs, donc, des émeutes en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il y a un risque de retrait des assureurs présents sur place? Pour l'interrogation. Dernière question, dernière réponse. Oui, alors d'abord, la situation de la Nouvelle-Calédonie est très, très, très préoccupante. La sécurité des personnes d'abord et des biens ensuite, et c'est bien dans cet ordre-là qu'il faut le dire, n'est absolument pas rétablie. Nous avons des interactions très, très fréquentes avec le COSODA, puisque tout le monde sait bien qu'il y a une forme d'autonomie en Nouvelle-Calédonie. Il y a un droit de l'assurance qui est propre, il y a un contrôle de l'assurance qui est propre aussi. Et donc, il y a un comité des assurances qui s'appelle le COSODA et qui a dans son mandat les interactions en particulier avec les pouvoirs publics. France Assureur vient en appui du COSODA. Le COSODA comporte évidemment les assureurs français qui interviennent en Nouvelle-Calédonie, mais il y a également des acteurs étrangers, australiens, pour ne pas les nommer, par exemple, qui sont dans le COSODA et qui n'adhèrent pas à France Assureur. Donc on a cette différence, si vous voulez, entre l'organisation qu'on peut mettre en place quand on a Ciarán Domingos ou les inondations dans le Pas-de-Calais, et là une situation qui, encore une fois, n'est absolument pas stabilisée. Les gens ont encore très très peur, et donc le sujet, c'est un sujet, oui, de disponibilité, de la couverture de risque. Et moi, j'ai déjà entendu des grands réassureurs dire que le risque émeute maintenant pour la France était très élevé, voire trop élevé. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire risque de retrait? C'était ça un peu la question. Il y a en tout cas un risque de retrait, oui, des grands réassureurs. Et je rappelle que s'il n'y a pas de réassurance, eh bien, il n'y a pas d'assurance non plus. Très bien. Il me reste à vous remercier, Madame Lutzmann. Merci infiniment de vous être prêtée au jeu questions-réponses. Merci beaucoup.